Lors du mariage de ma sœur, elle m'a traité de vache inutile. Elle ne savait pas que j'étais la présidente directrice générale secrète de l'entreprise de son mari, sur le point d'anéantir leurs finances devant tous les invités avec 6 mots. Lors du mariage de ma sœur, je me tenais dans le coin le plus sombre de la grande salle de bal, écoutant plus de 250 invités élégamment vêtus rugir d'un rire déchaîné alors qu'elle me traitait de vache inutile au microphone. Aucune des personnes dans cette pièce, ni les demoiselles d'honneur enregistrant frénétiquement l'humiliation sur leurs téléphones intelligents, ni mes parents hochant la tête avec un accord suffisant depuis la table d'honneur, et certainement pas le marié levant son verre de whisky coûteux, ne connaissaient la vérité. Ils ne savaient pas que dans exactement 72 heures, la presse financière annoncerait mon nom comme la nouvelle présidente directrice générale régionale du groupe d'entreprises de plusieurs milliards de dollars qui venait d'acquérir discrètement la société du marié. Quand il m'a finalement regardé, vraiment regardé, et a réalisé qui j'étais et ce que je tenais entre mes mains, son visage a pris la couleur de la cendre humide. Ma vengeance ne fut pas une dispute hurlante au milieu d'une piste de danse, ni un toast dramatique et larmoyant. C'était un secret d'argent, de fraude d'entreprise, et un règlement de compte brutal caché pendant plus de 30 ans. Mais pour comprendre comment nous sommes arrivés à ce moment explosif, vous devez comprendre la pièce dans laquelle nous nous tenions. Je m'appelle Valérie. À 36 ans, j'avais maîtrisé l'art absolument parfait de devenir complètement invisible. Je faisais actuellement de mon mieux pour me dissoudre dans les lourds rideaux de velours de l'aile ouest du domaine de Willow Ridge. C'était un lieu de mariage si spectaculairement prétentieux que la climatisation sentait littéralement la lavande et la vieille richesse. Depuis mon point d'observation près des portes de service de la cuisine, où les serveurs entraient et sortaient avec des plateaux, j'avais une vue parfaitement dégagée sur la foule massive. Ils buvaient actuellement le champagne millésimé que j'avais secrètement payé, mangeaient le filet mignon que j'avais discrètement amélioré par rapport à l'option de poulet standard, et regardaient avec adoration ma jeune sœur Cassidy. Le mariage avait coûté près de 200 000 $. C'est une somme d'argent stupéfiante et écœurante à dépenser pour une seule soirée de vanité. Une part importante de cette somme, plus précisément les 50 000 $ supplémentaires requis pour réserver ce lieu de luxe spécifique un samedi soir et le bar ouvert de qualité supérieure, avait discrètement quitté mon compte bancaire personnel il y a 6 mois. Pourtant, alors que je me tenais là dans ma robe bleu marine sur mesure et discrète, serrant un verre d'eau pétillante, je n'étais pas traité comme la bienfaitrice bienveillante qui avait rendu tout ce cirque possible. J'étais la tache sur le magnifique décor. J'étais le vilain secret qu'il devait inviter par obligation biologique. Cassidy se tenait sur la scène surélevée, le projecteur lumineux accrochant les milliers de cristaux cousus à la main sur sa robe de créateur sur mesure. Elle était magnifique. Elle l'était toujours. C'était son unique super-pouvoir, la seule chose qui lui avait permis de glisser à travers 30 années de vie sans jamais vraiment avoir à travailler pour obtenir quoi que ce soit. À côté de la scène, le disque jockey a baissé le volume de la douce piste de jazz, signalant que les discours passaient des larmes sentimentales au divertissement interactif. J'ai regardé au-delà de Cassidy et j'ai aperçu Julian, son tout nouveau mari. Julian était directeur des finances dans une société de conseil de taille moyenne à Denver. Il avait l'air rouge, heureux et beaucoup trop confiant, tenant un verre de whisky sombre et coûteux. Il avait ce charme facile et arrogant d'un homme qui croyait fermement être la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce où il entrait. Il n'avait absolument aucune idée que la pièce dans laquelle il se trouvait actuellement était construite sur une fondation massive de fonds d'entreprise volés. Il n'avait aucune idée que les immenses centres de tables floraux, les installations d'éclairage dramatique et les verres en cristal dans lesquels ses amis buvaient étaient tous payés par sa propre négligence professionnelle grave et sa fraude criminelle pure et simple. Et plus important encore, alors qu'il riait et desserrait sa cravate en soie, il n'avait aucune idée que la belle-sœur silencieuse et légèrement en surpoids qui se tenait près des portes de la cuisine était la personne exacte qui possédait maintenant toute son existence professionnelle. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon eau. Je ne regardais pas les arrangements floraux comme de jolies décorations. Je les voyais comme des lignes flagrantes sur un rapport d'audit jury comptable. 18 000 $ pour des orchidées blanches importées. 9 000 $ pour l'amélioration du service des boissons. Partout où je regardais, je ne voyais pas une célébration de l'amour éternel. Je voyais une scène de crime active. Je voyais mon propre argent et l'argent des actionnaires de mon entreprise transformés en un théâtre de pure vanité pour deux personnes qui pensaient être totalement intouchables. La musique s'est complètement éteinte. La pièce est devenue d'un calme de mort. Le compte à rebours de leur destruction absolue avait officiellement commencé. Cassidy a saisi le microphone à deux mains.
Ses jointures étaient d'un blanc éclatant et son visage était fortement rougi par le 3e ou 4e verre de rosé millésimé qu'elle avait consommé au cours de la dernière heure. Elle a balayé l'immense pièce du regard, ses yeux ignorant délibérément la riche famille de son nouveau mari, ignorant nos parents qui rayonnaient de fierté jusqu'à ce qu'ils se fixent sur moi dans le coin du fond. Un sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire fraternel et gentil. C'était le sourire d'un prédateur qui avait trouvé un animal blessé et sans défense piégé dans une cage. Vous savez, a annoncé Cassidy, sa voix amplifiée par un grondement qui a fait trembler la verrerie en cristal sur les tables. Je dois faire une dédicace spéciale et énorme à ma grande sœur, Valérie. Où es-tu, Val? Te cachant encore près du buffet, vérifiant s'ils ont apporté plus de petits pains. Une vague de rire cruel a traversé la pièce. J'ai senti la chaleur monter à l'arrière de mon cou, une brûlure familière de honte, mais je n'ai pas bougé d'un pouce. J'ai gardé ma colonne vertébrale complètement et rigidement droite. C'était une habitude physique qui m'avait été inculquée par des années de survie dans des salles de conseil d'administration d'entreprises brutales et des négociations hostiles, même si ma famille ne voyait en moi qu'un échec affalé et déprimé. Nous devons vraiment la remercier, a poursuivi Cassidy, arpentant la scène comme une humoriste travaillant avec un public très facile et en état d'ébriété. Nos parents ont insisté pour que nous l'invitions aujourd'hui. Vous savez comment c'est. Vous devez avoir l'ensemble complet pour les photos. Vous avez besoin de la belle. Elle a fait un geste dramatique vers elle-même, s'arrêtant pour laisser la foule applaudir et siffler. Et vous avez désespérément besoin de la bête. Les rires sont devenus considérablement plus forts. C'était un poids physique qui pressait contre ma poitrine, rendant difficile de prendre une grande inspiration. Je plaisante. Je plaisante. Calmez-vous. Cassidy a ri, bien que ses yeux fussent d'un froid de mort et entièrement fixés sur moi. Mais sérieusement, regardez-la. Nous avions l'habitude de lui dire qu'elle avait juste une forte ossature quand nous étions enfants. Mais je pense qu'elle est juste devenue une vache inutile maintenant. N'est-ce pas, Val? Plus vieille, lourde, totalement célibataire, et prenant juste tellement de place. Mais, chaque famille a besoin d'une histoire pathétique pour servir d'avertissement, n'est-ce pas? Cela garde le reste d'entre nous motivés pour aller au gymnase et vraiment essayer de réussir dans la vie. La pièce a complètement explosé. Ce n'était pas un petit rire poli et inconfortable. C'était un rugissement. 250 personnes, alimentées par l'alcool gratuit que j'avais payé et le frisson primaire de la mentalité de foule, caquetaient à mes dépens absolus. À ma gauche, j'ai vu une table avec les demoiselles d'honneur de Cassidy. 3 d'entre elles tenaient leur téléphone en l'air. J'ai vu l'interface lumineuse distincte de l'application TikTok sur leurs écrans. Elles faisaient un zoom sur mon visage. Elles capturaient mon humiliation publique en haute définition pour la diffuser sur Internet. Je suis resté là et pendant 5 secondes, j'ai eu l'impression d'être écorché vive. Les mots coupaient profondément, rouvrant des blessures profondes et laides qui avaient commencé à saigner quand j'étais enfant et qui n'avaient jamais vraiment cicatrisé. Ils voyaient une femme dans une robe sombre se tenant seule, absorbant la violence émotionnelle parce que c'était simplement ce que Valérie faisait toujours. Valérie encaissait. Valérie absorbait les coups. Valérie était le sac de frappe désigné pour les insécurités de la famille. Mais alors que les larmes chaudes menaçaient de déborder de mes cils inférieurs, quelque chose d'étrange et de profond s'est produit. Un interrupteur a basculé tout au fond de mon cerveau. Ce fut un clic métallique, froid et lourd, qui a instantanément déconnecté mes émotions fragiles de mon intellect. Le troupeau s'est évaporé, remplacé par un calme glacial. J'ai regardé les visages rieurs des frères de la finance à la table 5. J'ai regardé l'installation d'éclairage au-dessus de la piste de danse sur mesure. Je possède cette pièce. Pas au sens figuré, littéralement. Mon argent, mon travail acharné, mon autorité d'entreprise étaient le sang réel pompé dans les veines de toute cette fête. Et ils n'en avaient absolument aucune idée. Ils voyaient une employée de bureau triste et en surpoids qui vivait probablement dans un minuscule appartement. Ils ne savaient pas que le conseil d'administration avait voté à l'unanimité jeudi dernier. Ils ne savaient pas qu'ils se moquaient de la nouvelle présidente directrice générale régionale de Northbridge Capital System. J'ai pris une autre gorgée lente de mon eau, laissant le liquide froid m'ancrer. Dans ma tête, j'ai rapidement calculé les chiffres. 2500 employés sous ma supervision directe et incontestable, un portefeuille d'actifs se chiffrant en milliards.
J'étais l'architecte en chef de l'offre publique d'achat hostile qui venait d'engloutir Elio Ledger Consulting. Je n'ai pas pleuré. Mes mains n'ont pas tremblé. Je suis juste resté là, écoutant ces gens rire d'un fantôme. L'humiliation m'a envahi et s'est complètement dissipée, ne laissant rien d'autre qu'une clarté absolue et terrifiante. J'allais les laisser terminer leur gâteau coûteux. J'allais les laisser danser toute la nuit. Et puis, lundi matin, j'allais prendre tout ce qu'ils avaient. Pour vraiment comprendre pourquoi j'ai pu sortir de cette salle de bal avec des yeux secs, un pouls parfaitement régulier et un cœur complètement dépourvu de pitié, vous devez comprendre exactement d'où je viens. Vous devez comprendre une petite ville étouffante dans l'Iowa rural et une maison peinte d'un jaune vif et joyeux qui cachait une pourriture profonde et purulente dans ses fondations. Mon histoire ne commence pas dans une salle de conseil d'administration négociant des accords à des millions de dollars. Elle commence à une table de salle à manger bon marché où les portions d'amour et d'attention étaient servies avec exactement la même inégalité flagrante que les portions de dessert. Les psychologues ont beaucoup de termes sophistiqués pour des familles comme la mienne. Ils parlent de l'enfant doré et du bouc émissaire. Ils parlent de systèmes familiaux narcissiques et toxiques. Ils parlent du concept de l'enfant de verre, le frère ou la sœur à travers qui l'on regarde comme s'il n'existait pas, pendant que toute l'énergie parentale, l'inquiétude et l'argent sont violemment dirigés vers l'autre enfant. Mais quand vous avez 7 ans, vous ne connaissez pas ces termes cliniques. Vous ne connaissez que la réalité froide et dure de votre vie quotidienne. Mes parents, Richard et Brenda, étaient des maîtres absolus de l'illusion suburbaine parfaite. Nous ne manquions jamais un service religieux le dimanche. Mon père tondait la pelouse avec des rayures diagonales parfaites chaque samedi matin. Ma mère cuisinait des petits gâteaux élaborés pour les ventes de pâtisserie du quartier. Pour le monde extérieur, nous étions le rêve américain. Mais à l'intérieur de ces murs fins, j'étais lentement, systématiquement et délibérément effacé. Vous savez que vous êtes l'enfant de verre quand votre jeune sœur Cassidy dessine un bonhomme allumette qui ressemble à une pomme de terre grumeleuse et déformée. Et que votre mère l'encadre immédiatement dans du bois coûteux et l'accroche en plein centre du couloir pour que tous les invités l'admirent. Vous connaissez votre place exacte dans le monde quand vous rapportez à la maison un bulletin de notes avec que des notes parfaites, remis par des professeurs qui prennent vos parents à part pour vous qualifier de brillantes. Et que votre père Richard jette à peine un coup d'œil au papier pendant la pause publicitaire d'un match de football. Il gromme juste un bruit évasif, le rend et dit « C'est bien, Valérie. Maintenant déplace ta tête. Tu bloques la télévision. » J'étais le cheval de trait. Cassidy était le poney de spectacle. Il ne me battait pas physiquement. Il ne m'affamait pas au point que les voisins ou les services de protection de l'enfance le remarquent un jour. Mais ils m'ont étiqueté très tôt, et cette étiquette est devenue ma prison. J'étais la difficile, la sérieuse, celle qui ne souriait pas assez. Cassidy était le soleil. Elle était pétillante, incroyablement bruyante, implacablement exigeante, et mes parents la buvaient comme si elle était la seule goutte d'eau fraîche dans un vaste désert sans fin. Nous avions une lourde bibliothèque en chaîne dans notre salon, remplie d'épais albums de photos de famille. Si un étranger les feuilletait, il pourrait sincèrement supposer que Richard et Brenda n'avaient qu'une seule belle-fille et peut-être l'enfant maladroit d'un voisin qui s'était accidentellement égaré dans le cadre de temps en temps. Cassidy était toujours au centre absolu, brillamment éclairée, souriante et parfaitement nette. J'étais toujours à la périphérie, regardant vers le bas ou me détournant. Il y a une photographie particulièrement révélatrice d'un voyage en famille au Grand Canyon quand j'avais 12 ans. C'était censé être un grand portrait de famille, mais dans la version imprimée finale que mon père a fièrement accrochée dans le salon, je suis littéralement coupé. Vous pouvez juste voir mon épaule gauche et une minuscule partie de mon oreille sur le bord extrême du papier glacé. L'objectif de l'appareil photo, tout comme l'attention de mes parents, n'a tout simplement pas tenu compte de mon existence. J'ai appris très tôt à me faire toute petite. J'ai appris que mes besoins humains fondamentaux étaient un inconvénient, tandis que les moindres caprices de Cassidy étaient traités comme des urgences nationales. J'ai arrêté de demander de l'aide pour mes devoirs complexes de mathématiques. J'ai arrêté de demander de nouvelles chaussures quand les miennes ont eu des trous dans les semelles. Je mettais juste du carton plié à l'intérieur et je continuais à marcher jusqu'à l'école dans la neige. Je pensais que si j'étais juste assez bonne, assez silencieuse, et que je demandais assez peu, ils finiraient par remarquer mon sacrifice. Je pensais qu'ils finiraient par voir ma valeur. Il m'a fallu un temps très long et douloureux pour réaliser qu'ils voyaient ma compétence non pas comme quelque chose dont ils pouvaient être fiers, mais comme une excuse commode pour m'ignorer complètement.
La toute première fois que j'ai véritablement et profondément compris ma place exacte dans la hiérarchie financière et émotionnelle de notre famille s'est produite l'été de mes 18 ans. Pendant que Cassidy passait ses longues journées d'été à se prélasser au bord de la piscine municipale dans des maillots de bain coûteux et à se plaindre bruyamment de son ennui, j'ai passé 3 mois brutaux à travailler dans 2 emplois épuisants et éreintants. Le jour, de 6 heures du matin à 14 heures de l'après-midi, je frottais la graisse noire et durcie sur le grill plat d'un restaurant local. Je transpirais dans mon uniforme en polyester bon marché pour le salaire minimum, traitant avec des clients impolis et rentrant chez moi en sentant en permanence la vieille huile de friture et les oignons rassis. La nuit et le week-end, je travaillais sur le quai de chargement de la quincaillerie locale. Je passais des heures à transporter de lourds sacs de paillis humides, de terreau et de mélange de ciment dans les coffres des camionnettes. Mes mains étaient constamment couvertes d'ampoules à vif. Le bas de mon dos souffrait d'une douleur sourde et lancinante qui ne disparaissait jamais. Et j'étais perpétuellement épuisé jusqu'aux os. Mais je ne me souciais pas de la douleur physique. J'avais un objectif brûlant unique qui me gardait éveillé. J'économisais pour l'université. J'avais été accepté dans une très bonne université d'État. Et bien que j'ai réussi à obtenir quelques bourses académiques mineures qui couvraient l'essentiel de mes frais de scolarité, j'avais désespérément besoin d'argent pour des manuels coûteux, un ordinateur portable bon marché et le dépôt de garantie pour une minuscule chambre d'étudiant hors campus. Grâce au sang, à la sueur et à la graisse littérale, j'avais réussi à économiser exactement $3 200. Pour une jeune fille de 18 ans à qui l'on n'avait jamais donné un seul centime, cela ressemblait à une fortune absolue et intouchable. C'était mon billet durement gagné pour quitter l'Iowa. C'était ma liberté. Un mardi matin de la fin août, exactement une semaine avant que je ne doive faire mes valises et partir, je suis entré dans la succursale bancaire locale pour retirer l'argent du dépôt. La caissière, une femme plus âgée nommée Madame Higgins, qui me connaissait depuis la maternelle, a tapé mon numéro de compte dans son ordinateur. Elle a regardé son écran, a froncé les sourcils profondément et a tapé les numéros à nouveau. Puis elle a levé les yeux vers moi et la pitié profonde et silencieuse dans ses yeux m'a noué l'estomac. Elle m'a dit que le compte était complètement vide. Je me souviens du sentiment froid et écœurant qui m'a envahi. Cela a commencé au creux de mon estomac et s'est rapidement propagé jusqu'au bout de mes doigts, les engourdissant. Je pensais que ma carte de débit avait été piratée. Je pensais qu'il y avait une terrible erreur informatique à la banque, mais la caissière a ensuite doucement tourné le lourd moniteur vers moi. Il y avait eu un retrait au guichet effectué l'après-midi précédent à 15 heures. Il était signé par Brenda. Parce que le compte avait été ouvert quand j'avais 16 ans, le nom de ma mère y figurait encore techniquement en tant que tutrice légale. C'était tout à fait légal, et c'était totalement dévastateur. Je suis rentré chez moi en conduisant, mes mains couvertes d'ampoules tremblant violemment sur le volant de la berline rouillée que je partageais avec mon père. J'ai ouvert la porte d'entrée avec fracas et j'ai trouvé ma mère dans la cuisine. Elle était assise avec désinvolture à la table, sirotant du thé glacé et regardant des échantillons de tissu coûteux pour de nouveaux rideaux de salon. Quand j'ai exigé, la voix brisée, de savoir où était mon argent, elle n'a même pas levé les yeux des tissus. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air agacée que j'élève la voix et que je gâche son après-midi paisible. Elle m'a dit qu'elle l'avait emprunté. Elle a dit que le toit avait besoin de quelques réparations mineures avant l'hiver et qu'il manquait un peu d'argent ce mois-là. Elle l'a dit avec tant de désinvolture, comme si elle avait emprunté une tasse de sucre à un voisin, et non 3 mois de mon sang, de ma sueur et de mes larmes littéraux. Je me tenais là, tremblant d'une rage primaire que je ne m'étais jamais autorisé à ressentir auparavant. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas posé la question d'abord. Je lui ai demandé comment j'étais censé payer pour l'école, pour mes livres, pour mon lit. C'est alors qu'elle a prononcé la phrase qui allait résonner dans ma tête pour le reste de ma vie. Elle m'a finalement regardé, a soupiré lourdement comme si j'étais un enfant en bas âge faisant une crise de colère, et a dit « Valérie, tu es forte. Tu trouves toujours une solution. Tu pourras simplement faire des gardes de nuit pendant le semestre. Tu es la résiliente. » Puis elle a ajouté le coup de grâce absolu. Elle a dit, de plus, cette maison est pour nous tous. Quand Cassidy ira à l'université dans quelques années, nous voulons que la maison soit belle pour ses fêtes de départ. Nous devons penser à la famille, Valérie. Ne sois pas si égoïste. Égoïste. J'avais travaillé des semaines de 80 heures pendant que Cassidy bronzait dans la cour arrière. Pourtant, j'étais l'égoïste pour vouloir garder l'argent pour lequel j'avais physiquement saigné.
Ils ont utilisé mon extrême compétence comme une arme contre moi. Ils ont décidé que je n'avais pas besoin de soutien parce que je pouvais survivre à la négligence. J'ai contracté un prêt étudiant prédateur dont je n'aurais jamais dû avoir besoin à un taux d'intérêt ridicule. Et j'ai travaillé de nuit dans un entrepôt toute ma première année d'université juste pour manger. J'ai survécu, mais je ne leur ai plus jamais fait confiance. Si le compte d'épargne volé était une blessure profonde et douloureuse, ce qui s'est passé 3 ans plus tard a été l'exécution absolue de mon moi d'enfant. Le véritable tournant, le moment déterminant qui a tué de façon permanente la fille désespérée et désireuse de plaire, et a planté la graine froide et calculatrice de la présidente directrice générale impitoyable que j'allais devenir, s'est produit pendant mes vacances d'hiver quand j'avais 21 ans. J'étais rentré à la maison pour Noël, principalement parce que les résidences universitaires étaient fermées pour les fêtes et que je n'avais littéralement nulle part ailleurs où dormir. L'atmosphère dans la maison jaune était tendue et étouffante. L'argent se faisait rare car Richard se plaignait bruyamment chaque soir pendant le dîner, blâmant l'économie et son patron. Pourtant, miraculeusement, le matin de Noël, il y avait une pile massive et débordante de cadeaux coûteux sous le sapin pour Cassidy. Des jeans de créateur, un nouveau système stéréo, des palettes de maquillage coûteuses et des billets pour un concert. Pour moi, il y avait un pull en laine générique et qui grattait, qui était 2 tailles trop grand, manifestement acheté en liquidation dans un magasin de rabais. Tard une nuit, quelques jours après Noël, je me suis réveillé incroyablement assoiffé. La maison était d'un calme de mort. Alors que je me glissais dans le couloir sombre vers la cuisine en chaussettes, essayant de ne pas faire grincer les lattes du plancher, j'ai entendu des voix étouffées et urgentes venant du salon. Mes parents se disputaient. Ils pensaient clairement que tout le monde dans la maison dormait profondément. J'ai entendu mon père, Richard, avoir l'air beaucoup plus agressif et paniqué que d'habitude. Il parlait d'argent, et il parlait d'engager un avocat. Je me suis figé instantanément dans le couloir, pressant mon dos à plat contre la cloison sèche-froide, retenant mon souffle si fort que mes poumons me brûlaient. Puis je l'ai entendu dire quelque chose qui a fait geler le sang entièrement dans mes veines. Mère a dit très clairement que la fiducie était pour Valérie. Elle savait que Cassidy obtiendrait tout de nous éventuellement. Elle voulait que Valérie ait un coussin pour commencer sa vie. C'est explicitement écrit dans le testament, Brenda. Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Mon cœur a battu agressivement contre mes côtes. Il parlait de la mère de mon père. Ma grand-mère était décédée 3 ans auparavant. C'était une femme silencieuse, sévère et très observatrice avec qui j'avais toujours ressenti une étrange affinité, bien que nous nous soyons rarement parlé lors des réunions de famille. La voix de ma mère l'a interrompue. Elle était tranchante, dédaigneuse et totalement dépourvue de toute empathie maternelle. Richard, sois pratique, a sifflé Brenda dans l'obscurité. Valérie va très bien s'en sortir. Elle étudie la finance. Elle va obtenir un travail de bureau ennuyeux, vivre dans un appartement ennuyeux et avoir une vie stable. Elle n'a pas besoin de 28 000 $. 28 000 $. Dans ce couloir sombre, le nombre a résonné dans ma tête comme un coup de feu. C'était une somme astronomique pour moi. C'était de l'argent qui changeait une vie. Cela signifiait que je n'aurais pas à manger des nouilles instantanées bon marché pendant une autre année. Cela signifiait que je pourrais réellement dormir la nuit au lieu de faire les postes de nuit à l'entrepôt. Et apparemment, cela m'avait été laissé spécifiquement et légalement à moi. Pense à Cassidy, a poursuivi Brenda, sa voix s'adoucissant dans ce ton écœurant de douceur qu'elle réservait uniquement à ma sœur. Cassidy a un véritable potentiel de star. Elle a besoin de ses cours de théâtre privés et coûteux en ville. Elle a besoin d'une meilleure voiture si elle doit faire la navette pour des auditions. 28 000 $ pourraient complètement lancer sa carrière. Ce serait gaspillé pour Valérie. Richard a marmonné quelque chose dans sa barbe sur le fait qu'il était hautement illégal de toucher à un fonds en fiducie, à propos du potentiel d'audit. Ma mère a ri. C'était un son sec, laid et hautement calculateur. Personne ne le sait, Richard. L'exécuteur testamentaire est ton vieux copain d'université. Il a une dette envers toi. Il fera ce que nous lui dirons. Nous ne faisons que réaffecter les ressources là où elles obtiendront le meilleur retour sur investissement. Valérie est une survivante. Cassidy est une star. Nous investissons dans la star. J'ai entendu le lourd cliquetis d'un verre posé durement sur la table basse en bois. Puis un silence de mort. Je ne suis pas entré en trompe dans la pièce. Je n'ai pas hurlé après eux.
Je n'ai pas exigé mon argent ni menacé d'appeler la police. L'ancienne Valérie, la fille qui espérait encore que ses parents l'aimeraient, aurait pu le faire. Mais la Valérie qui portait actuellement des chaussures de sport trouées, la Valérie qui avait déjà appris que ses larmes n'avaient absolument aucune valeur dans cette maison, a fait tout autre chose. Je me suis retourné et j'ai marché silencieusement jusqu'à ma chambre d'enfant glaciale. Je suis resté au lit, fixant le plafond texturé pendant des heures, et j'ai senti quelque chose durcir de façon permanente à l'intérieur de moi. C'était comme regarder du fer en fusion refroidir pour devenir un bloc d'acier solide et incassable. J'ai réalisé avec une certitude absolue que je n'étais pas une fille pour eux. Je n'étais pas un être humain avec des sentiments ou un avenir. Je n'étais qu'une ressource à exploiter quand c'était nécessaire et un obstacle à gérer quand je devenais dérangeante. J'ai pris une décision froide et calculée cette nuit-là. Si je voulais survivre, je devais arrêter de chercher leur validation. J'allais disparaître. Pas physiquement. Je n'avais nulle part où fuir et pas d'argent pour le faire. J'allais disparaître financièrement. J'allais devenir un fantôme. Ils avaient décidé que j'étais le personnage secondaire qui ne nécessitait pas de budget. J'ai décidé que j'allais leur laisser croire exactement cela, pendant que je bâtissais un empire qu'ils ne pourraient jamais toucher. Dès le lendemain matin de cette terrible conversation sur mon héritage que j'avais surprise, j'ai fondamentalement changé ma façon d'interagir avec ma famille. J'ai arrêté de leur dire quoi que ce soit de réel. J'ai construit une forteresse massive et impénétrable autour de ma vie réelle, la posant brique par brique angoissante. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec les plus grands honneurs, je leur ai dit que j'avais à peine réussi avec des notes de passage. Quand j'ai obtenu mon premier vrai travail chez Northbridge Capital en tant qu'analyste de données junior, je leur ai dit que je n'étais qu'une employée temporaire de bas niveau faisant de la saisie de données de base dans un sous-sol sans fenêtre. Je me suis épuisé jusqu'à l'os pendant 14 années consécutives. J'étais toujours la toute première personne à badger dans le bâtiment de l'entreprise à 6 heures du matin et la toute dernière personne à partir à 22 heures. Je mangeais des plats à emporter bon marché dans des récipients en plastique à mon bureau pendant que l'équipe de nettoyage de nuit passait l'aspirateur sur les tapis autour de mes pieds. J'ai travaillé plus dur, j'ai été plus intelligente et j'ai surpassé chaque personne de ma division. J'ai gravi les échelons de l'entreprise avec une concentration implacable et terrifiante. D'analyste junior à chef de projet, puis à directrice et enfin à vice-présidente de la stratégie. Chaque fois que j'obtenais une promotion, chaque fois que je gagnais une prime massive à 6 chiffres, je la déposais discrètement sur des comptes cryptés dont ils ignoraient l'existence. J'ai amassé mon succès et ma richesse comme un écureuil paranoïaque amassant des noix pour un hiver nucléaire. Quand j'ai dit à ma mère que j'avais été promue vice-présidente, espérant contre mon meilleur jugement juste une once de véritable fierté parentale. Brenda avait soupiré lourdement au téléphone et demandé si cela signifiait que j'avais enfin ma propre place de stationnement ou si je devais toujours marcher sous la pluie depuis le garage public comme une paysanne. Elle ne savait pas qu'être vice-présidente dans une méga-entreprise comme Northbridge Capital signifiait que je gérais personnellement un portefeuille d'actifs d'entreprises plus important que le produit intérieur brut de certaines petites nations insulaires. Elle ne le savait pas parce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander, et j'avais depuis longtemps cessé d'offrir l'information. J'ai maintenu l'illusion de manière impeccable, presque de manière obsessionnelle. Quand j'étais obligé de leur rendre visite dans l'Iowa pour les vacances de Thanksgiving ou de Noël, je ne conduisais pas ma berline de luxe. Je louais la voiture économique la moins chère et la plus cabossée que je pouvais trouver au comptoir de location de l'aéroport. Je portais exprès des vêtements délavés de friperie et des chaussures éraflées. Je me plaignais bruyamment de l'augmentation du coût de l'épicerie et du loyer. Je les laissais payer pour des dîners bon marché dans des chaînes de restaurants, assises tranquillement pendant qu'ils me regardaient avec un mélange de pitié et de supériorité suffisante. Lors d'un dîner de Noël en particulier, Cassidy s'était ouvertement moquée de mon petit travail de bureau, se vantant d'un rappel mineur qu'elle avait obtenu pour une publicité locale pour des voitures. J'ai juste souri, hoché la tête et mangé ma dinde sèche, sachant pertinemment que plus tôt ce matin-là, j'avais exécuté une transaction boursière qui m'avait rapporté plus d'argent que Richard n'en avait gagné pendant toute sa vie active. Je les ai laissés croire à leur propre récit tordu et confortable. Je les ai laissés croire que j'étais la perdante, celle qui luttait, celle qui avait désespérément besoin d'être prise en pitié mais qui ne devait jamais, au grand jamais, être aidée financièrement. J'ai fonctionné comme un bug en arrière-plan de la matrice de leur famille parfaite, entièrement silencieuse et complètement indétectée. Ils pensaient être si intelligents, m'écartant du tableau, volant mes économies et falsifiant des documents pour voler mon héritage juste pour financer la carrière d'actrice ratée de Cassidy.
Ils se sont félicités pour leur brillante gestion des ressources. Ils n'ont pas réalisé qu'en me poussant dans les ombres glaciales et en m'enlevant mon filet de sécurité, ils m'apprenaient exactement comment chasser dans l'obscurité. Ils m'ont appris comment opérer sans filet de sécurité, sans applaudissements et sans une seule once de pitié. Ils ont construit un monstre d'efficacité corporative. Et ils étaient complètement et joyeusement inconscients du fait que le monstre tenait un registre très détaillé et inébranlable de chaque affront, de chaque dollar volé et de chaque insulte. 3 semaines avant que je ne me tienne dans le coin de cette salle de bal de mariage en me faisant traiter de vache inutile par ma sœur, j'étais assise dans le salon de mon appartement terrasse surplombant la baie d'Elliott à Seattle. L'heure sur l'écran de mon ordinateur portable indiquait 2 heures du matin. Dehors, la ville était endormie, une tapisserie sombre et scintillante de rues pluvieuses et de lumières lointaines du port brillant à travers le brouillard. Mais à l'intérieur de mon salon, l'air crépitait du bourdonnement électrique et silencieux d'un moment déterminant pour ma carrière. J'étais assise dans ma chaise ergonomique coûteuse, une couverture enroulée autour de mes épaules, et j'ai rafraîchi ma boîte de réception de travail sécurisée pour la 100e fois cette nuit-là. Et finalement, à exactement 2h15, c'était là. Le courrier électronique provenait du président du conseil d'administration de Northbridge Capital System. La ligne d'objet était trompeusement ennuyeuse. Jargon d'entreprise standard, résolution du conseil 402B concernant la structure de direction régionale. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il a en fait ralenti pour adopter un rythme régulier et incroyablement calme. C'était la concentration calme et terrifiante d'un tireur d'élite qui avait finalement aligné le tir parfait et impossible après avoir attendu dans les broussailles glaciales pendant 14 ans. Le courrier électronique était bref et hautement officiel. Il déclarait qu'à compter du premier jour du mois suivant, j'étais officiellement nommé en tant que nouvelle présidente directrice générale régionale de la division Ouest. Je me suis adossé, le cuir de première qualité de la chaise grinçant doucement dans le silence total de l'appartement de 4 millions de dollars que j'avais acheté entièrement avec mon propre argent. J'ai laissé échapper un long souffle que j'avais l'impression de retenir depuis que j'avais 18 ans, debout dans cette banque locale. Je l'avais fait. J'avais atteint le sommet absolu et indéniable de la chaîne alimentaire des affaires. J'occupais un poste qui s'accompagnait d'un énorme salaire de base à 7 chiffres et d'options d'achat d'actions qui pouvaient littéralement acheter la joyeuse maison jaune de mes parents 100 fois. Je me suis levé, j'ai marché vers l'immense bail vitré allant du sol au plafond et j'ai pressé ma paume contre la vitre froide. La pluie de Seattle ruisselait sur la vitre, brouillant les lumières de la ville en des traînées dorées. Mon reflet m'a dévisagé dans le verre sombre. J'avais l'air fatigué. Il y avait des cernes profonds et sombres sous mes yeux qu'aucune quantité d'anti-cernes coûteux ne pouvait cacher complètement. Le tribut de 14 années de travail acharné et implacable était gravé sur mon visage. L'instinct humain dicte que lorsque vous remportez la plus grande victoire monumentale de toute votre vie, vous avez désespérément envie d'appeler quelqu'un. Vous voulez partager la joie. J'ai regardé mon téléphone posé face vers le bas sur l'îlot de cuisine en marbre. Qui pourrais-je appeler? Si j'appelais ma mère, Brenda m'interromprait probablement au milieu d'une phrase pour se plaindre du coût croissant des arrangements floraux du mariage de Cassidy ou demander si je m'étais souvenu d'envoyer le chèque pour le cadeau de la fête prénuptiale. Si j'appelais mon père, Richard demanderait probablement si le nouveau poste de présidente directrice générale s'accompagnait d'une meilleure assurance maladie parce qu'il songeait à changer de fournisseur et voulait que je paie ses primes. Il ne dirait pas félicitations. Il calculerait juste comment il pourrait extraire la nouvelle richesse. J'ai réalisé alors, debout entièrement seul dans l'obscurité, que le succès massif est une expérience incroyablement silencieuse, presque brutale, quand on est le fantôme de la famille. Il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a pas d'éclatement de bouchons de champagne ni de câlins chaleureux. Il y a juste le bruit de la pluie frappant la vitre épaisse et le faible bourdonnement mécanique du réfrigérateur de luxe. Je me suis détourné de la fenêtre. La sentimentalité était hautement inefficace, et je n'avais plus de place pour cela. J'avais un travail sérieux à faire. En plus du courrier électronique de nomination, le conseil d'administration avait envoyé un lien numérique sécurisé vers la salle de données de transition et d'acquisition. Northbridge venait de finaliser les documents pour conclure un accord massif sur une entreprise de taille moyenne basée à Denver appelée Helio Ledger Consulting. En tant que nouvelle présidente directrice générale, mon travail principal et immédiat était de faire le ménage. Ma réputation dans l'industrie n'était pas gentille. On m'appelait le scalpel. J'étais la dirigeante qu'ils envoyaient pour couper la pourriture financière, licencier les éléments inutiles,
rationaliser les opérations gonflées et intégrer le nouvel actif acquis dans la machine massive de Northbridge. Je me suis rassise à mon bureau, j'ai versé une tasse fraîche de café noir et je me suis connecté au serveur hautement sécurisé. J'ai cliqué sur le dossier intitulé Données financières d'Elio. Je n'avais absolument aucune idée que l'ouverture de ces fichiers numériques spécifiques allait allumer une bombe qui anéantirait l'existence entière de ma famille. Je pensais juste que je faisais mon travail. Je me suis assise dans la lueur silencieuse de l'écran de mon ordinateur portable. La pluie de Seattle continuait son tambourinement régulier contre la vitre. L'acquisition d'Elio Ledger Consulting était un mouvement massif pour Northbridge Capital. C'était une manœuvre stratégique pour dominer le marché régional, ce qui signifiait que la salle de données à laquelle je venais d'avoir accès contenait des milliers de fichiers hautement confidentiels. J'ai commencé à ouvrir des dossiers, ressources humaines, conformité légale, frais généraux opérationnels, et enfin les rapports d'audit interne. Je savais, bien sûr, que mon tout nouveau beau-frère, Julian, travaillait chez Elio. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles j'avais délibérément gardé mes distances lors des premières discussions d'acquisition, me récusant officiellement pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Mais maintenant que l'encre était sèche et que l'accord était totalement conclu, le conflit avait entièrement disparu. Maintenant, il n'était plus que du personnel. Maintenant, il était sous ma juridiction directe. J'ai cliqué sur l'organigramme des ressources humaines. J'ai fait défiler la longue liste de noms de l'entreprise, mes yeux cherchant l'équipe de direction d'Elio. Il était là. Julian, directeur des finances. J'ai fixé sa photo numérique pendant un long moment. Il souriait, ce sourire charmant, facile, incroyablement arrogant qui avait convaincu ma sœur qu'il était une excellente prise. Il avait l'air si incroyablement confiant. Et pourquoi ne le serait-il pas? Il était un directeur de 32 ans gagnant un très bon salaire à 6 chiffres, récemment fiancé à la fille la plus jolie et la plus exigeante de notre ville natale. J'ai fermé le dossier des ressources humaines et j'ai ouvert l'audit interne préliminaire pour le 3e trimestre. C'était toujours là que les cadavres étaient enterrés dans toute acquisition d'entreprise. Chaque entreprise en a. De petites inefficacités, des pratiques comptables paresseuses, des abonnements à des logiciels oubliés. Mais alors que je faisais défiler le rapport préliminaire dense et sec déposé par l'équipe de diligence raisonnable de Northbridge, un drapeau rouge vif a soudainement attiré mon œil exercé. C'était une petite note presque insignifiante écrite dans les marges de la section des dépenses discrétionnaires par l'un de nos auditeurs juniors. La note disait simplement « Fréquence inhabituelle de paiement à un fournisseur d'événements. Écart extrêmement élevé par rapport au taux standard du marché. Recommande un examen plus approfondi avant l'intégration finale. » J'ai froncé les sourcils, me penchant plus près de l'écran lumineux. Dans le grand schéma d'une acquisition d'entreprise de plusieurs milliards de dollars, quelques fêtes de fin d'année ou dîners de clients hors de prix n'étaient généralement qu'une erreur d'arrondi. La plupart des cadres l'ignoreraient, mais j'étais méticuleuse. C'était exactement comme cela que j'avais survécu à ma famille, et c'était comme cela que j'avais conquis Northbridge. J'ai ouvert la feuille de calcul de données brutes pour les comptes payables, en filtrant spécifiquement pour le marketing et les événements internes. J'ai trié la liste massive par nom de fournisseurs et fréquence de paiement. La feuille de calcul s'est rapidement reconfigurée, les lignes et les colonnes clignotant avant de s'installer dans un nouveau modèle. Un seul nom de fournisseur a soudainement dominé tout l'écran, apparaissant encore et encore dans le registre. Lumière Endless Events. Je me suis figé. Mes doigts planaient rigidement au-dessus du pavé tactile. Lumière Endless Events. Cela sonnait si incroyablement chic. Cela sonnait professionnel et hautement personnalisé. Mais je savais exactement ce que c'était. J'ai senti un picotement froid et aigu d'incrédulité absolue me parcourir la nuque. C'était la société à responsabilité limitée que ma sœur Cassidy avait enregistrée avec enthousiasme il y a exactement 2 ans lorsqu'elle avait soudainement décidé qu'elle voulait être organisatrice d'événements haut de gamme. Elle la gérait entièrement depuis la chambre d'amis de la maison qu'elle et Julian venaient d'acheter. Pour autant que je sache, son plus grand et unique vrai client était un voisin au bout de la rue qui avait besoin d'aide pour organiser une fête d'anniversaire très thématique pour un chat. J'ai regardé l'adresse du siège social indiquée dans le fichier du fournisseur. C'était une boîte postale au centre-ville de Denver, pas leur adresse résidentielle. C'était une tentative maladroite et amateur d'obscurcissement, mais apparemment, c'était juste assez intelligent pour passer inaperçu lors d'un coup d'œil superficiel de l'ancienne direction paresseuse d'Elio. J'ai commencé à creuser dans les vrais chiffres, et ce que j'ai vu a glacé tout mon sang.
J'ai commencé à cliquer sur les factures numériques individuelles. Facture numéro 1044. Dîner de remerciement pour les clients. Coût 18 500 $. Facture numéro 1056. Retraite d'entreprise pour le renforcement de l'esprit d'équipe, décoration et logistique. Coût 42 000 $. Facture numéro 1089. Frais de consultation pour le gala de fin d'année. Coût 15 000 $. Les chiffres étaient absolument stupéfiants. Je connaissais intimement l'industrie de l'événementiel d'entreprise. Je savais exactement combien coûtaient les choses sur le marché de Denver. Ce n'était pas seulement des marges standards de fournisseurs. C'était un vol qualifié et effronté en plein jour. 15 000 $ juste pour des frais de consultation. Vous pourriez embaucher un organisateur de mariage célèbre pour ce montant. J'ai cliqué pour ouvrir la copie numérique au format de document portable de la facture 1056. Il y avait le logo en haut, une police dorée bouclée et incroyablement de mauvais goût que Cassidy avait probablement conçu elle-même en utilisant un logiciel gratuit. Et là, tout en bas de la facture, se trouvait la signature d'approbation numérique. Julian, directeur des finances. Mon estomac s'est retourné violemment. Ce n'était pas une nausée physique. C'était la sensation froide et plongeante d'une profonde déception mélangée à un frisson naissant et terrifiant. J'avais toujours pensé que Julian était juste faible. Je pensais qu'il était un homme sans colonne vertébrale qui aimait le chemin de la moindre résistance, un homme qui laissait ma sœur le piétiner parce que c'était plus facile que de combattre ses exigences infinies. Mais je ne pensais pas qu'il était stupide. Et je ne pensais certainement pas qu'il était un criminel effronté. C'était un détournement de fonds. C'était emballé dans une jolie police bouclée et déguisé en dépenses commerciales légitimes d'entreprise. Mais c'était du vol pur et sans mélange. Julian canalisait intentionnellement l'argent de l'entreprise, l'argent d'Helio, qui était maintenant officiellement l'argent de Northbridge, directement dans la société écran factice de sa femme. J'ai rapidement exécuté un tableau croisé dynamique sur la feuille de calcul pour additionner le total des paiements effectués à Lumière & Lass Events au cours des 18 derniers mois. J'ai appuyé sur la touche Entrée. Le nombre final est apparu dans le coin inférieur droit de mon écran en texte noir gras. 214 650 $. Je me suis reculé dans ma chaise complètement abasourdi. C'était de là que venait l'argent pour leur tout nouveau véhicule utilitaire sport de luxe. C'était ainsi qu'ils avaient payé les rénovations massives et inutiles de leur maison. C'était ainsi qu'ils payaient actuellement pour ce mariage ridicule de 200 000 $. Ils ne vivaient pas seulement follement au-dessus de leurs moyens. Ils vivaient sur le temps volé de l'entreprise et sur les sous-volés de l'entreprise. Et la partie la pire et la plus poétique de tout cela était le chiffre lui-même. 214 000 $. C'était presque exactement le total combiné du compte d'épargne que ma mère avait volé quand j'avais 18 ans, du fonds en fiducie que mes parents m'avaient escroqué en falsifiant des documents quand j'avais 21 ans, et de la décennie de prêts prédateurs et de renflouements que je leur avais accordés. Julian était le directeur des finances. Il était celui qui avait été explicitement embauché pour garder la porte de l'entreprise. Et au lieu de cela, il la tenait grande ouverte pendant que sa femme reculait un énorme camion jusqu'à la chambre forte. Ils étaient des parasites. Mes parents m'ont volé pour donner à Cassidy. Julian a volé son entreprise pour donner à Cassidy. Tous les chemins, tout l'argent volé menait directement à ma sœur. Elle était un trou noir de droits acquis consommant tout sur son orbite. J'ai téléchargé chaque facture, chaque courrier électronique d'approbation et chaque dossier de transfert bancaire. Je les tenais. Je les tenais complètement sur le fait, sans aucune échappatoire. J'étais sur le point d'explorer les reçus d'entreprise détaillés quand une notification a retenti doucement dans le coin supérieur droit de mon écran. C'était un courrier électronique envoyé à ma boîte de réception personnelle. Le moment était si incroyablement parfait. On aurait dit que c'était écrit par une puissance supérieure. J'ai cliqué dessus. Le courrier électronique venait de Cassidy. Il était formaté avec un fond qui ressemblait à du papier cartonné de couleur crème avec des étincelles animées et scintillantes. Le texte disait « Salut Valérie. Je sais que je suis super en retard avec cela, mais les choses ont été absolument folles pour planifier la journée parfaite. Quoi qu'il en soit, voici le lien d'invitation numérique officiel. Petite note, puisque nous avons dû élargir la liste des invités pour inclure certains des amis d'affaires importants de papa, nous avons dû faire un minuscule ajustement.
Les invités de la famille élargie et de la catégorie des amis éloignés, c'est-à-dire toi, sont priés de couvrir le coût de leur assiette et de leur présence. Ce n'est qu'un petit prix à payer pour célébrer le véritable amour, n'est-ce pas? La facture sera générée lorsque tu cliqueras sur le lien. S'il te plaît, paie dans les 24 heures afin que nous puissions confirmer ton siège aux tables du fond. Amour, Cassidy et Julien. J'ai fixé l'écran, ma mâchoire tombant physiquement. Du côté gauche de mon moniteur se trouvait la preuve indéniable et juridiquement contraignante que Cassidy et Julien avaient drainé plus de 200 000 $ de l'entreprise que je dirigeais maintenant. Du côté droit de mon moniteur se trouvait une demande joyeuse pour que je paie le privilège d'assister au mariage qu'ils finançaient avec mon argent volé. J'ai cliqué sur le lien de la facture juste pour voir à quel point c'était absurde. Le total n'était pas un petit prix. C'était 1 850 $. J'ai parcouru la liste détaillée. Coût de l'assiette, frais d'accès au bar ouvert, taxes de coordination du lieu, contribution de soutien à la fête nuptiale. On me facturait des frais de soutien à la fête nuptiale alors que je n'étais même pas autorisé à faire partie de la fête nuptiale. Avant même que je puisse traiter l'audace pure et absolue de la facture, mon téléphone cellulaire a vibré sur le comptoir en marbre. L'identification de l'appelant affichait le nom de ma mère. Je l'ai mis sur haut-parleur. Valérie, la voix de Brenda était sévère, la voix d'une matriarche profondément déçue. Cassidy vient de m'appeler. Elle a dit que tu n'avais pas encore payé le lien. Ne sois pas difficile à ce sujet. Maman, ai-je dit, en gardant ma voix complètement neutre. Pourquoi me facture-t-on presque 2000 $ pour assister au mariage de ma sœur? Je suis assise à la table 19 qui est littéralement à côté des portes battantes de la cuisine. Oh, pour l'amour du ciel! Ma mère a soupiré lourdement, le son familier de son mépris absolu pour mon existence. C'est juste de l'argent, Valérie. Tu as un travail de bureau ennuyeux. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, pas de prêt hypothécaire. À quoi d'autre vas-tu possiblement le dépenser? Ta sœur construit une belle vie. La famille est de la famille. C'est la règle. Est-ce que la famille vole la famille, maman, ai-je demandé doucement, la question pesant lourd dans l'appartement silencieux. Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Sa voix s'est instantanément aiguisée en une lame défensive. Rien, ai-je menti sans heurts. Dis à Cassidy que je paierai la facture ce soir. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai rien jeté. J'ai ouvert un nouveau dossier hautement crypté sur mon lecteur d'entreprise sécurisé. J'ai nommé le dossier Projet Willow. J'ai glissé toutes les factures frauduleuses, les virements bancaires et les signatures d'approbation de Julien dans le dossier. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai payé la facture de mariage de 1 850 $. Cela semblait complètement contre-intuitif, je sais. Pourquoi leur payer un seul centime de plus? Parce que je voulais un billet. J'avais besoin d'être dans cette pièce. J'avais besoin d'être témoin du moment exact où la musique cesserait de jouer. J'allais les laisser se tenir sur une scène et se sentir comme la royauté absolue. Et puis j'allais réduire tout leur royaume en cendres. Cela nous ramène au présent, de retour au domaine de Willow Ridge, de retour au moment exact où les rires de la blague de vache inutile de Cassidy ont finalement commencé à s'éteindre dans la salle de bal. Je me tenais dans l'ombre près des portes de la cuisine, le verre d'eau froide à la main, écoutant les derniers petits rires de 250 personnes qui pensaient que j'étais une plaisanterie pathétique. La part de moi qui était la petite fille de l'Iowa, l'enfant de verre qui voulait juste que sa mère regarde son bulletin de notes, a simplement cessé d'exister à ce moment-là. Je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'une clarté pure et sans mélange. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas couru aux toilettes. J'ai tourné le dos à la scène et j'ai commencé à marcher délibérément vers les doubles portes lourdes menant au hall principal et à la sortie. J'avais besoin d'air avant d'exécuter la phase finale. Alors que je m'approchais du bar principal près de la sortie, les doubles portes se sont ouvertes. Julien revenait dans la salle de bal. Il s'était apparemment éclipsé pendant le discours de son nouveau beau-père pour utiliser les toilettes ou prendre un verre privé avec ses garçons d'honneur. Il tenait un nouveau verre de whisky ambré, son visage rougi par l'alcool et la joie arrogante. Il a entendu les rires s'estomper et a regardé vers la scène où Cassidy se prélassait encore dans la lueur de son extrême cruauté. Puis il a tourné la tête et m'a vu marcher directement vers lui. Il a souri au début. C'était un sourire condescendant, profondément pitoyable. « Eh, Valérie » a-t-il dit en bredouillant légèrement,
s'appuyant contre le bar en acajou. Ne le prends pas trop à cœur. Tu sais comment elle est. Elle s'amuse juste. Tu devrais vraiment apprendre à accepter une plaisanterie. Je me suis arrêté de marcher. J'étais exactement à 1 mètre de lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et pour la toute première fois de ma vie entière, je ne l'ai pas regardé comme une belle-sœur silencieuse et abattue. Je l'ai regardé comme une présidente directrice générale regarde un employé subalterne hautement remplaçable qui vient d'être surpris en train de voler dans la caisse enregistreuse. Le sourire suffisant de Julien a vacillé immédiatement. Il a vu quelque chose sur mon visage qui n'avait pas sa place là. Il a vu une autorité froide et absolue. Puis ses yeux ont légèrement dérivé. C'était peut-être la façon rigide dont je me tenais. C'était peut-être la froideur pure et terrifiante qui émanait de ma posture. Ou peut-être, à travers la brume du whisky coûteux, son cerveau a-t-il finalement fait la connexion critique qu'il aurait dû faire il y a 3 jours. Plus tôt cette semaine-là, Northbridge Capital avait envoyé une note interne confidentielle à la haute direction de toutes les filiales acquises, y compris Elio. Elle contenait le plan de transition, et elle incluait une photo haute résolution de la nouvelle présidente directrice générale régionale. J'ai observé la seconde exacte où la réalisation a frappé son cerveau. J'ai regardé les engrenages s'enclencher et grincer violemment jusqu'à l'arrêt. Il a cligné des yeux forts, 1 fois, 2 fois, comme pour essayer de dissiper une terrible hallucination. Il a plissé les yeux vers moi. « Attendez » a-t-il chuchoté. La couleur s'est vidée de son visage si vite que cela ressemblait à un tour de magie. Sa peau est passée d'un rose sain et rougi à la couleur de la cendre morte et humide. Sa main a commencé à trembler violemment. Il a laissé tomber son verre. Il a heurté le plancher de bois franc avec un fracas massif qui ressemblait exactement à un coup de feu. Le whisky a éclaboussé ses chaussures en cuir coûteuses, mais il n'a même pas tressailli. Non, a-t-il soufflé, faisant un pas chancelant en arrière. Non, non, non. Il a regardé follement la scène où Cassidy levait le microphone pour une autre plaisanterie. Puis il m'a regardé de nouveau, ses yeux étaient écarquillés, terrifiés, suppliants. Vous êtes Flore, a-t-il balbutié, sa voix se brisant dans un ton aigu. Valérie Flore. Northbridge. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai juste levé un sourcil. Une confirmation silencieuse de sa perte absolue. La panique, primitive et complète, a pris le contrôle de tout son corps. Il n'a pas marché. Il s'est précipité. Il a couru vers la scène, bousculant violemment un serveur, renversant presque un arrangement floral de $18 000. Cassidy, a-t-il hurlé. Le son a déchiré les rires restants dans la pièce. C'était un son de terreur pure et sans mélange. Cassidy s'est arrêté au milieu de sa phrase, l'air confuse. Julien a sauté maladroitement sur la scène, trébuchant presque sur sa traîne coûteuse. Il a attrapé son bras avec une force qui l'a fait grimacer. Arrête, a-t-il crié directement dans le microphone, provoquant un hurlement massif et perçant de l'arsène qui a fait se boucher les oreilles de la moitié des invités. Tais-toi. Tu dois te taire tout de suite. La pièce est devenue d'un silence de mort. Le disque jockey a brusquement coupé la musique de fond. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a sifflé Cassidy, essayant de retirer son bras, son visage rougissant de colère. Je suis juste en train de la critiquer. Tu ne peux pas, a hurlé Julien, sa voix amplifiée dans chaque coin de la salle silencieuse. Il a pointé un doigt tremblant violemment directement vers moi, debout dans l'ombre près du bar. C'est elle. C'est la chuteuse. Quoi? Cassidy avait l'air complètement déconcerté. C'est Valérie Flore, a crié Julien, le désespoir le rendant presque incohérent. C'est la présidente directrice générale. C'est la nouvelle présidente directrice générale de Northbridge. C'est ma patronne. Elle possède tout. Les mots sont restés suspendus dans l'air lourd. Elle est ma patronne. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Les invités ont regardé de la scène au fond de la pièce. Ils ont regardé la vache inutile debout dans la robe bleu marine. Puis les murmures ont commencé. C'était un son de bourdonnement grave. J'ai vu les gars de la finance à la table 5 tourner la tête. Je les ai vus fouiller désespérément dans leurs poches pour chercher leur téléphone. J'ai regardé alors que 50 personnes ouvraient simultanément leur moteur de recherche. La lumière bleue des écrans de téléphones intelligents illuminait leurs visages choqués. Julien tremblait sur scène,
tenant le microphone comme si c'était une grenade dégoupillée. Cassidy avait l'air d'avoir été frappé physiquement, sa bouche grande ouverte dans une réalisation horrible. Je les ai regardés une dernière fois. Je me suis retourné, le son de mes talons claquant de façon rythmique sur le plancher de bois franc. J'ai marché droit de retour à la table 19. Mon verre d'eau était toujours là. Je l'ai ramassé, j'ai pris une gorgée et je l'ai reposé. La pièce entière a regardé chacun de mes mouvements dans un silence paralysé. J'ai regardé directement au-delà de ma sœur, croisant le regard de l'homme tremblant dans son smoking. Je n'ai pas crié. Je n'avais pas besoin de microphone. Dans ce silence, ma voix portait parfaitement. Monsieur Porter, ai-je dit. C'était la voix exacte que j'utilisais pour licencier 1 millier de personnes sans trembler. Je vous verrai à 9 h lundi matin. Salle de conférence 14B. Nous avons des divergences très importantes concernant les coûts des fournisseurs d'événements que nous devons clarifier. J'ai vu ses genoux lâcher littéralement. Il a trébuché en arrière, se rattrapant à la cabine du disque jockey. Il savait. Il savait que j'avais les factures. Je me suis retourné, j'ai poussé les doubles portes lourdes et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le ciel a explosé avec les feux d'artifice qu'ils avaient exigé que je paie, mais je n'ai pas levé les yeux. J'ai juste marché jusqu'à ma voiture, les laissant brûler. Le lundi matin au siège social de Northbridge Capital ne sentait pas la lavande et la vieille richesse. Il sentait l'ozone, l'air fortement filtré et l'odeur piquante de l'antiseptique d'entreprise. C'était l'odeur d'un environnement stérile préparé pour une opération chirurgicale brutale. Je suis entré dans la salle de conférence 14B à exactement 8h59. La pièce était glaciale, dominée par une table massive faite d'une seule dalle de noyer de récupération. À ma droite était assis Harrison, mon nouveau directeur financier, un homme qui voyait le monde entier strictement à travers le prisme de l'évaluation des risques et de la responsabilité. À ma gauche était assise Nadia, la bulldog absolue à la tête de la conformité de l'entreprise. En face d'eux était assis Julian Porter. Il avait l'air considérablement plus petit qu'il ne l'était sur cette scène 2 nuits auparavant. Son costume sur mesure, habituellement taillé à la perfection, pendait lâchement sur ses épaules affaissées. Sa peau conservait encore ce teint grisâtre et pâteux d'un homme qui avait passé les 48 dernières heures à vomir violemment sa propre anxiété. À côté de lui était assis un avocat, un partenaire junior d'un cabinet de niveau intermédiaire, clairement engagé dans une panique aveugle un dimanche après-midi. Je ne me suis pas assise en bout de table. J'ai marché vers une chaise poussée contre le mur de verre du fond, me positionnant entièrement comme une observatrice plutôt que comme une participante directe. Bonjour, ai-je dit, ma voix totalement dépourvue de toute inflexion humaine. Soyons clairs sur le protocole strict de cette réunion. Bien que je sois la présidente directrice générale de cette organisation, mon lien personnel avec les parties impliquées crée un conflit d'intérêts direct. Par conséquent, je me récuse formellement du processus de décision finale concernant l'emploi et la situation juridique de Monsieur Porter. Je suis ici uniquement pour fournir un contexte historique au comité indépendant. Harrison, Nadia, la parole est à vous. Julian a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges et absolument désespérés. Il a ouvert la bouche pour parler, peut-être pour dire mon nom ou supplier pour la loyauté familiale, mais son avocat a placé une main ferme sur son avant-bras pour le faire taire instantanément. Merci, Madame Flore, a dit Nadia. Elle n'a même pas regardé Julian. Elle a regardé directement les données projetées sur l'écran massif sur le mur. Monsieur Porter, nous sommes ici pour discuter d'une série d'irrégularités financières graves découvertes lors de l'audit d'acquisition d'Helio Ledger Consulting. Plus précisément 20 paiements distincts totalisant 214 650 $ payés à un fournisseur répertorié sous le nom de Lumière Endless Events. Elle a cliqué sur un bouton et l'écran s'est rempli des factures falsifiées côte à côte avec les registres de virements bancaires montrant l'argent affluent directement dans le compte d'épargne conjoint de Julian et Cassidy. Le schéma est indéniable, a ajouté Harrison, sa voix sèche et mortelle. Des factures approuvées par vous, Monsieur Porter, pour des services facturés à 300% de la valeur standard du marché. Des fonds transférés aux fournisseurs, puis déplacés dans les 48 heures vers un compte personnel détenu par vous et votre femme. Ce n'est pas une erreur comptable. C'est un cas d'école de fraude électronique et de détournement de fonds. L'avocat de Julian s'est éclairci la gorge, ajustant sa cravate inconfortablement. Mon client ne nie pas que les transactions ont eu lieu, a dit l'avocat avec aisance. Cependant, nous contestons fermement l'intention.
Monsieur Porter est victime d'une coercition domestique extrême. J'ai observé depuis ma chaise contre le mur. J'ai vu Julian hocher la tête vigoureusement, les yeux écarquillés. Expliquez, a dit Harrison, son stylo planant au-dessus de son bloc-notes. Monsieur Porter était sous une contrainte émotionnelle et psychologique extrême, a déclaré l'avocat. Sa femme, Cassidy Porter, a initié tout le stratagème. Elle a créé la société à responsabilité limitée écran. Elle a exigé les fonds de l'entreprise. Monsieur Porter a tenté de résister. Nous avons des courriers électroniques imprimés prouvant son extrême réticence, mais il a été manipulé. On lui a dit que s'il ne fournissait pas ce style de vie somptueux, le mariage prendrait fin immédiatement. Il a agi non par cupidité personnelle, mais par peur. Il était un pion involontaire dans le dessein criminel de sa femme. Julian a finalement parlé. Sa voix était fluette, cupide et incroyablement pathétique. Elle a des goûts très coûteux, a chuchoté Julian, regardant ses mains tremblantes. Elle m'a dit que tout le monde gonflait les comptes de dépenses. Elle a dit que si je l'aimais vraiment, je m'arrangerais pour payer les rénovations de la maison. Je ne voulais pas voler. Je jure qu'elle m'a forcé à le faire. Je l'ai dévisagé depuis l'autre bout de la pièce. L'homme qui s'était tenu sur cette scène et avait fièrement porté un toast à sa belle et parfaite épouse disséquait maintenant froidement son caractère pour sauver sa propre misérable peau. Il jetait activement la femme qu'il venait d'épouser aux loups fédéraux pour s'acheter 5 minutes de liberté supplémentaire. Nadia a regardé Harrison, puis a regardé Julian avec un dégoût total et ouvert. Le comité a pris une décision sur la base des preuves, a dit Harrison en fermant son lourd dossier. Monsieur Porter, votre emploi est résilié immédiatement pour faute grave et motif valable. Nous rejetons votre offre de coopération. Northbridge refuse votre aide pour faire de votre conjoint le bouc émissaire. Nous trouvons votre tentative de rejeter la responsabilité totale sur votre femme éthiquement répugnante. Julian s'est figé, le souffle coupé. Vous êtes conjointement responsable, a ajouté Nadia froidement. De plus, le dossier d'enquête complet est remis à la division des crimes financiers de l'État cet après-midi pour des poursuites immédiates. Vous ferez face à des accusations fédérales. Non, a haleté Julian, se levant si vite que sa chaise s'est écrasée au sol. Il m'a regardé, ignorant complètement le comité. Valérie, s'il vous plaît. Vous savez comment elle est. Vous savez comment votre famille met la pression sur les gens. Je suis exactement comme vous. Je suis une victime d'eux, aussi. Il essayait en fait de tisser des liens avec moi sur la base de la violence psychologique de ma propre sœur. Il essayait d'utiliser mon traumatisme d'enfance pour excuser son crime. Je me suis levé de ma chaise contre le mur. Je pense que nous en avons assez entendu, ai-je dit. J'ai regardé Julian droit dans les yeux. Sortez de mon bâtiment. 2 jours plus tard, je suis retourné dans l'Iowa. J'ai conduit une voiture de location jusqu'à la joyeuse maison jaune où j'avais grandi. Elle avait l'air considérablement plus petite et beaucoup plus pathétique que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait fortement près des gouttières, un détail que mes parents avaient probablement ignoré parce qu'ils étaient trop occupés à dépenser mon argent volé pour améliorer le style de vie de Cassidy. Cassidy m'attendait seul dans le salon. Mes parents n'étaient pas là. J'avais insisté par l'intermédiaire de mes avocats d'entreprise très bien payés pour que cette dernière rencontre se déroule strictement entre nous deux. La maison était d'un calme de mort. Je me suis assise à la table de la salle à manger, la table exacte où l'on m'avait dit d'être moins égoïste il y a 18 ans. J'ai placé un épais document juridique relié devant Cassidy. Elle avait l'air absolument détruite. Elle portait un survêtement gris surdimensionné, pas de maquillage, et ses yeux étaient gonflés, presque fermés à force d'avoir pleuré. La bravoure de la mariée avait complètement disparu. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, sa voix n'étant qu'un murmure sourd et rauque. « C'est un accord de restructuration financière, ai-je dit calmement. Mais avant que tu ne le signes, j'ai 2 choses à te montrer. » J'ai sorti une photocopie d'une lettre manuscrite. Mon avocat l'avait trouvée enfouie profondément dans les dossiers d'archives du tribunal des successions du comté. C'est une lettre de notre grand-mère, ai-je dit. Elle l'a écrite à l'exécuteur de sa succession la semaine avant sa mort. Lila. Cassidy a pris le papier, ses mains tremblant violemment. J'ai regardé ses yeux balayer l'écriture cursive. Je connaissais les mots par cœur. Assurez-vous que cette fiducie est inattaquable. Valérie est la seule dans cette maison qui voit le monde clairement. Ses parents l'ignorent.
Sa sœur est élevée pour être un objet d'exposition inutile. Je veux que cet argent soit le bouclier de Valérie contre eux. Cassidy a émis un son qui était à moitié un sanglot, à moitié un halètement. Elle a laissé tomber la lettre. Il savait, a-t-elle chuchoté. Maman et papa savaient qu'elle le voulait pour toi et ils l'ont pris. Ils l'ont pris parce qu'ils ont décidé que j'étais le meilleur pari financier, ai-je dit d'un ton neutre. Ils ont investi dans le poney de spectacle. Mais ce pari a échoué, Cassidy. L'argent est parti. Ta nouvelle maison va être saisie par la banque. Les voitures sont parties, mais ça empire. J'ai sorti la pile de courriers électroniques imprimés de Julien. Ceux qu'il avait fièrement remis à mon comité pour se sauver lui-même. Je les ai glissés sur la table. Lis ce que ton mari pense de toi, ai-je dit. Elle a lu les courriers électroniques. Elle a lu comment il l'avait qualifiée de manipulatrice, comment il prétendait qu'elle l'avait forcée à commettre une fraude, comment il avait proposé de témoigner contre elle devant un tribunal fédéral s'il le laissait partir libre. J'ai regardé le dernier pilier restant de sa vie parfaite et privilégiée voler en mille éclats de réalité transactionnelle. Il m'a trahi, a-t-elle sangloté, enfouissant son visage dans ses mains. Il l'a fait, ai-je convenu, ne ressentant absolument aucune pitié. Il va dans une prison fédérale, Cassidy. Mais tu n'y es pas obligé. Si tu signes ce document, tu me transfères ta part dans cette maison, la maison de maman et papa, qu'ils ont achetée avec mon argent volé, directement à moi. En échange, Northbridge ne te poursuivra pas en tant que co-conspiratrice criminelle. Tu me devras l'argent personnellement. Tu me rembourseras lentement à partir de tes propres revenus au salaire minimum. Pas d'intérêt, juste le capital. Elle a regardé les murs de la maison jaune. Elle a regardé les photos sur le manteau de la cheminée, le sanctuaire de sa propre perfection d'enfance. Puis elle m'a regardé pour la toute première fois de sa vie entière. Elle ne m'a pas regardé comme une rivale ou un compte bancaire. Elle m'a regardé comme un être humain. Elle a pris le stylo et elle a signé le papier. Elle a cédé la maison. Elle a cédé la retraite de ses parents. Elle a cédé son illusion d'être l'enfant doré. 6 mois plus tard, je me tenais sur le balcon de mon appartement terrasse à Seattle. La pluie tombait en nappe douce. Je tenais mon téléphone à la main, regardant un courrier électronique officiel du bureau du procureur de district. Julien Porter avait plaidé coupable de fraude électronique. Il a été condamné à 36 mois dans un pénitencier fédéral. Sa carrière était définitivement terminée. J'ai glissé vers la notification suivante. C'était un reçu de transfert bancaire de Cassidy. 2 cents. Un mot y était joint. J'ai commencé mon quart de travail au café. J'ai mal aux pieds. Voici le premier paiement. J'ai souri en prenant une gorgée de mon café noir. Il lui faudrait 40 ans pour me rembourser à ce rythme, mais je ne me souciais sincèrement plus de l'argent. Elle se tenait enfin sur ses propres pieds. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis 6 mois. Ils vivaient dans un appartement minuscule et exigu, absolument furieux que leur plan de retraite les ait complètement coupés des vivres. J'ai regardé les lumières scintillantes de la ville. J'ai réalisé alors que la plus grande vengeance n'était pas de voir Julien aller en prison dans une combinaison orange. Ce n'était pas de voir Cassidy faire un travail de vente au détail brutal. Il ne s'agissait pas du tout de punition. Il s'agissait de la vitesse de libération. Je m'étais complètement échappé. Je n'étais plus le bouc émissaire. Je n'étais pas l'enfant de verre. Je n'étais pas la vache inutile. J'étais Valérie. Et j'étais enfin entièrement libre. J'ai quitté leur scène, je suis sorti de leur ombre, et je n'ai plus jamais regardé en arrière.